Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent pour cette invitation. Je pense que cette initiative est formidable, telle que Christian Saint-Etienne en particulier l'a résumée, avec la volonté de développer une vision stratégique pour l'Europe et pour la France. Tu m'as demandé de dire quelques mots sur l'ordre géopolitique, les États-Unis, la Chine dans 20 ans. Donc, je n'ai pas besoin de dire combien l'exercice est difficile, surtout devant un public très averti. En réfléchissant à la façon de démarrer, je me suis dit, si l'on résume une vision courante de l'état du monde, on peut dire que l'Amérique continue à impressionner. L'Amérique impressionne toujours, et étant l'auteur de ce petit ouvrage, je ne suis pas le dernier à être sensible aux impressions que produit l'Amérique. La Chine inquiète. Il suffit de se souvenir des couvertures des hebdomadaires il y a quelques mois, au moment du Nouvel An chinois. La Chine inquiète, la Chine menace, la Chine nous rachète, la Chine nous détruit. On va en avoir un exemple dans quelques instants. L'Europe, elle est marginalisée. Elle n'existe plus, elle est vouée à disparaître, à vieillir. Alors cette vision du monde, à mon avis, est tout à fait fausse. Tu l'as très bien résumé tout à l'heure dans l'introduction de ton propos, en mentionnant cette idée du G2, d'un dominion des deux grandes puissances. À mon avis, c'est un non-sens absolu, pour des tas de raisons, dont la principale est qu'aucun des deux n'en veut. Donc c'est une raison à la fois nécessaire et suffisante pour que ça ne se produise plus. Ce qui me frappe dans le résumé que je viens de faire, c'est que c'est une extrapolation de ce que l'on connaît. Et donc le fait de vivre avec cette vision du monde prouve combien il est difficile de sortir de l'état présent, de sortir de l'extrapolation des tendances récentes. Or, et c'est pour ça que je pense que la perspective stratégique que vous voulez entreprendre est très importante, l'avenir nous réserve beaucoup plus de changements que de continuité. Et beaucoup plus de changements encore que les changements que nous avons connus, pourtant si importants depuis 20 ans, parce que beaucoup des changements que nous avons connus étaient dictés par des changements technologiques, de grands changements technologiques comme les technologies de l'information, l'Internet, des changements technologiques plus basiques, mais qui ont eu un impact peut-être encore plus important, comme la révolution du container, qui est le socle sur lequel repose l'extension des échanges internationaux et la mondialisation depuis 25 ans. Et ce que l'on sait des perspectives technologiques, me semble-t-il, ce que j'en retiens en tout cas, c'est que pour l'avenir prévisible, les 20 ans sur lesquels tu nous demandes de réfléchir, on ne voit pas dans le domaine des technologies de l'information ou bien des biotechnologies ou bien de la robotique, qui sont certains des grands domaines, les nanotechnologies même, on ne voit pas de changement qui ait les mêmes effets de bouleversement. En revanche, on voit bien que la géopolitique, elle, est un terrain qui devient extrêmement instable. Et en matière géopolitique, que voit-on ? On a un certain nombre de points fixes, de points de repère assez fixes, et puis il y a un très grand nombre d'incertitudes. Alors parmi les points fixes, je retiens quelques mots sur les États-Unis et sur l'Asie et la Chine, mais tu l'as très bien résumé, donc dans un exposé très bref, je ne vais pas développer longuement. Moi, ce qui me frappe à propos des États-Unis, c'est bien sûr la capacité de réactivité, de rebond qu'on leur prête généreusement, parce qu'ils en ont fait la démonstration pendant 2 siècles. Mais je suis surtout frappé par, et je l'ai expérimenté de près, par la profondeur des difficultés auxquelles ils sont confrontés et qu'ils ne sont pas préparés à affronter. C'est ça qui surtout me frappe aux États-Unis, c'est qu'ils ont tellement l'avantage de ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'avoir été capables de déplacer les montagnes pendant 2 siècles, qu'ils ne voient pas arriver des obstacles auxquels ils ne sont pas préparés et dont la dimension financière est la partie la plus visible, c'est-à-dire le fait que, comme le Royaume-Uni en son temps, l'Amérique est aujourd'hui dépendante de la bienveillance d'investisseurs étrangers pour continuer à être ce qu'elle est. Mais il y a bien d'autres domaines que j'ai tâché d'éclairer dans le temps. Et la question de savoir si les États-Unis sont en mesure de répondre à ces défis reste posée.
En tout cas, l'Amérique restera certainement la force déterminante de la décennie à venir, qu'elle rebondisse et qu'elle tire la géopolitique mondiale à sa manière, ou au contraire, que confrontée à des difficultés insurmontables, elle soit amenée plutôt à se replier. Quant à la Chine et à l'Asie, je viens de terminer avec Patrick Artus un rapport pour le Conseil d'analyse économique qui a déjà été cité, un rapport sur l'émergence de la Chine qui a été présenté à Madame Lagarde il y a quelques semaines et qui a été rendu public hier. Quant à la Chine, je suis évidemment, comme tout le monde, frappé par les succès spectaculaires enregistrés dans ce pays. Mais je suis sensible aussi aux immenses fragilités que recèle ce mode de développement. Et je ne crois pas que l'extrapolation des performances chinoises pendant des décennies soit un scénario crédible. Certains collègues économistes, en particulier chez Goldman Sachs, font recette avec des courbes qui montrent les périodes auxquelles la Chine dépasse ses concurrents les uns après les autres. Je revoyais d'ailleurs hier soir en lisant un de ces rapports, une chose qui m'a frappé, c'est que dans un rapport assez récent, la Chine était décrite comme devant dépasser le Japon en 2015, en termes de PNB. Alors, comme vous le savez, la Chine a dépassé le Japon en termes de PNB l'an dernier. C'est quelque chose qui est désormais avéré. Donc, un peu comme l'Amérique, la Chine aussi n'arrête pas de nous surprendre par sa capacité en permanence à repousser les frontières. Mais les fragilités sont immenses et je ne vois pas le moins du monde, en anticipant une partie de la discussion qui va suivre, je ne vois pas le moins du monde la Chine lancée dans une entreprise hégémonique. Je crois que l'objectif absolu des autorités chinoises est la recherche de la stabilité domestique et de la stabilité internationale, parce que c'est ce dont a besoin le pays, sa hiérarchie, ses autorités, son équipe dirigeante, pour simplement survivre. Donc voilà deux points que je considère comme relativement visibles, qui créent un panorama, tu l'as dit, que tout le monde qualifie de multipolaire, fait à la fois de très fortes interdépendances, dont le couple sino-américain est le prototype, avec la dépendance des exportations chinoises qui créent les emplois et la dépendance des importations de capitaux qui permettent de maintenir le niveau d'activité et de demande aux États-Unis. Donc des interdépendances extraordinairement fortes à tel point que les sous-estimer peut conduire à des erreurs de jugement graves sur la montée de la rivalité, mais aussi des conflits d'intérêts qui ne sont pas simplement géostratégiques, comme la mer du Sud, la mer de Chine du Sud ou des choses de ce genre, mais qui sont également très importants pour l'accès au marché ou le maintien de la valeur des réserves chinoises. Au titre des incertitudes, je mettrai donc dans cette vision des rapports entre grands blocs, la principale incertitude, c'est cette lutte entre les différents modèles de capitalisme que nous observons maintenant à l'échelle planétaire. C'est un point sur lequel le cercle des économistes, pour faire 30 secondes de publicité, n'est-ce pas Jean-Marie, avait attiré l'attention il y a quelques années, puisque au colloque d'Aix, il y a au moins 4 ans, nous avions consacré notre rencontre annuelle à ce thème de la concurrence des capitalismes, qui est, je crois, une des choses qui va marquer les années prochaines. Nous avons, enfin, la décennie qui vient, nous avons vécu pendant un quart de siècle avec l'idée que le modèle occidental, démocratique et libéral sur le plan économique, allait s'imposer et se diffuser. Ce qui est frappant, c'est que d'un côté, il est très sévèrement mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire, après la crise financière et tout ce qui en découle, et que de l'autre côté, il y a beaucoup de... il est mis à mal, je regardais, excusez-moi, je regardais l'heure qui termine. Donc ce modèle occidental a été très sévèrement mis à mal, et le modèle alternatif, que l'on résume parfois avec le terme de consensus de Pékin, lui semble avoir du vent dans les voiles. Je ne peux pas croire
que ce que l'on a vu à l'œuvre avec le désastre des économies de commande, des économies centralisées telles que on l'a expérimenté en Union soviétique et dans d'autres pays du monde, que ceci soit cette évolution puisse être réussie, combattue avec succès par la Chine. Et à un moment ou à un autre, le modèle de croissance chinois trouvera ses limites. Donc en conclusion, je voulais mentionner, mais je mentionne juste les titres, le fait qu'en termes de scénario, je voyais la possibilité d'un monde où l'Occident s'effritait progressivement, disparaissait, ce que je ne crois pas le moins du monde. Un monde dans lequel les rivalités internationales augmentaient et provoquaient une sorte de désastre, comme nous l'avons déjà connu dans les années 30. Ce ne peut pas être exclu. Et donc un troisième scénario dans lequel il y a une fenêtre d'opportunité pour reconstruire un monde multilatéral. C'est une hypothèse qui est un petit peu idéaliste, mais dont je pense qu'elle peut se concrétiser et dans laquelle l'Europe, à condition qu'elle sache utiliser ses atouts, au premier rang desquels l'euro, dans laquelle l'Europe peut jouer un rôle très important pour l'avenir. Merci, Laurent.